Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la conférence anticorruption 2022 de PECB. Je suis Guénelle Blanchet, modératrice de cette table ronde virtuelle dont le thème est la lutte contre la corruption, le rôle de la norme ISO 37001 dans les secteurs publics et privés. Cette table ronde est ouverte à toute personne souhaitant s'informer sur les dernières tendances et actualités liées à l'anticorruption et à la norme ISO 37001. Et donc, 10 minutes avant la fin de cette session, un volet sera destiné à récolter l'ensemble de vos questions et nous y répondrons avec grand plaisir. Donc, autour de cette table sont réunis les experts du domaine, avec bien entendu leur parcours, leur vision et leur patte personnelle. Donc, vous trois, merci d'être ici parmi nous. Vous avez un parcours très riche, chacun d'entre vous, donc pardonnez-moi si lors de cette présentation, je fais quelques ellipses, mais je pense que lors de cette présentation, on aura l'étendue de votre savoir-faire sur le sujet. Alors, je vais démarrer avec vous, Pascal. Donc, bonjour Pascal. Bonjour. Donc, Pascal Pimbaud, PDG de Consulting Alley, cabinet de conseil aux Français Services en matière de conformité, d'anticorruption et d'éthique dans le secteur de la santé et au-delà. En outre, vous avez 30 ans d'expérience dans l'audit externe, l'audit interne, le contrôle interne et les rôles financiers de conformité dans les grandes entreprises pharmaceutiques et les cabinets d'audit internationaux. Donc, parmi vos missions les plus significatives, dont je pense qu'on en parlera pendant cette présentation, donc vous avez permis la mise en place d'un programme complet anticorruption qui a permis à une entreprise pharmaceutique internationale de premier plan l'obtention du certificat ISO 37001 et la plaçant ainsi comme société pionnière dans son secteur d'activité au sein de sa certification. Ensuite, nous avons Serge Barbeau. Bonjour Serge. Bonjour. Donc Serge, vous avez un autre profil, tout aussi intéressant. Donc depuis septembre 2001, vous œuvrez comme conseiller principal auprès d'entreprises, de municipalités, de ministères et d'organismes gouvernementaux, donc dans les missions de sûreté, d'enquête et de la conformité. Vous avez été très impliqué aussi dans la mise en œuvre, l'accompagnement et l'audit de systèmes de management ISO, particulièrement donc pour la norme ISO 37001, et vous êtes formateur accrédité pour PECB. Vous avez été également conférencier sur plusieurs sujets, notamment la gestion des organisations publiques, la gestion de crise, les mesures d'urgence, la communication publique, la prévention du crime et la lutte à la corruption. Et j'ai vu également que vous aviez une formation avancée sur le terrorisme, le profilage prédictif et l'observation des comportements. Ça peut être utile. Et je finirai donc avec Sandrine Richard. Bonjour Sandrine. Bonjour. Donc Sandrine, vous avez été avocate au barreau de Paris pendant 10 ans. Vous avez créé votre propre cabinet en droit pénal financier et des affaires, puis vous êtes spécialisée dans la prévention et la lutte contre la corruption. Depuis septembre 2021, donc félicitations, vous avez pris les fonctions de directrice de la déontologie et directrice de la diplomatie d'affaires au sein de Crystal Group International. Et vous êtes également doctorante à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Vous ne faites pas que ça, puisque vous êtes très active. Vous dispensez des formations en France et à l'étranger, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, sur les moyens de lutter contre la corruption dans les secteurs publics et dans l'institutionnel et dans le privé, Et vous intervenez comme consultante auprès de diverses entreprises et vous réalisez des diagnostics de conformité et de conseils stratégiques. Et je terminerai par votre formation, on en parlera plus tard aussi. Vous dispensez également des formations sur la mise en œuvre de la loi Sapin 2 pour les sociétés cotées et leurs filiales étrangères. Voilà, j'ai fait vraiment très condensé. Mais voilà, ça prouve que vous avez chacun un parcours très intéressant et ce sera très, très intéressant pour la suite de notre table ronde. Alors, pour donner un petit peu de contexte aux personnes qui sont venues nous voir aujourd'hui, j'aimerais que chacun d'entre vous, vous donniez, avec votre propre vision à vous et votre propre parcours, ce que la corruption impacte significativement dans l'institutionnel, dans le public et dans le privé. Alors, qui veut commencer? Qui se sent courageux pour commencer? Ou courageuse? Je peux discuter un peu de l'expérience canadienne particulièrement, quoique j'ai de l'expérience internationale, mais disons que particulièrement au Canada, où je suis présentement, dans le domaine public, la corruption est toujours malheureusement présente, à un moindre degré depuis qu'il y a eu plusieurs enquêtes publiques qui ont été conduites pour contrer la corruption. Ce qui est intéressant de la norme ISO 37001 et ce qu'elle a apporté du côté public, c'est particulièrement un recueil de meilleures pratiques
qui a été adopté en grande partie par les gouvernements municipaux, provinciaux, fédéraux au Canada pour mettre des critères plus importants, plus restreignants en termes d'autorisation et d'accorder des contrats ou des marchés. Ça devient un peu plus exigeant pour les fournisseurs de services. Ce qui est intéressant du côté privé, par contre, quoique les gouvernements n'adoptent pas nécessairement la norme ISO 37001 et ne se font pas nécessairement certifier pour la norme ISO 37001, les meilleures pratiques indiquées dans la norme sont utilisées couramment actuellement par les grands donneurs d'ouvrages pour restreindre, rendre plus difficile, disons, les actes de corruption dans l'attribution de marché. Par contre, au niveau des entreprises privées au Canada, on a de plus en plus d'entreprises privées qui adoptent la norme et qui demandent une certification pour la norme. Encore là, pour pouvoir contrer ou avoir un meilleur avantage concurrentiel sur les autres entreprises pour pouvoir justement soumissionner, demander des contrats gouvernementaux à des donneurs d'ouvrages importants qui sont institutionnels. Alors, c'est un peu l'expérience qu'on a. C'est encore une norme qui est relativement jeune. Elle a 5 ans à peine, cette norme. On est encore dans la traction n'est pas encore là. On sent que les gens s'en inspirent. On a de plus en plus de discussions, de réflexions qui sont faites, autant par des décideurs politiques que des chefs d'entreprise par rapport à cette norme. Par contre, c'est encore considéré comme une norme relativement récente et donc on ne compte pas par centaines les certifications. On les compte par dizaines pour l'instant. Mais je crois que c'est un processus qui est en cours et qui va se déployer au cours des prochaines années. Alors, je vous ai vu réagir, Pascal et Sandrine. Alors, je laisse la parole à Sandrine et ensuite je finirai par vous, Pascal, parce que vous avez un cas particulier, vous êtes dans le pharmaceutique. Comme c'est très réglementé, ce serait intéressant de savoir justement comment ça s'est mis en place. Mais je commencerai par Sandrine. Comment vous réagissez alors par rapport à ce qui a été dit? Je rejoins. Alors, je pense que la norme ISO, en tout cas pour la France, c'est encore une norme qui est jeune, qui est un petit peu moins connue, mais qui commence à être connue. Alors, elle est moins connue parce qu'en fait, la loi Sapin, tout simplement, reprend on va dire, la majorité des critères contenus en fait dans la norme ISO 37001. Et la loi Sapin, du coup, est plus, en tout cas dans le périmètre français, est plus appliquée que la norme ISO. Alors, plusieurs points. Sur la norme ISO, je pense qu'elle mériterait effectivement, et ça commence, enfin en tout cas dans ma petite expérience, que ça soit au sein des organisations institutionnelles ou des filiales françaises situées à l'étranger, ou même dans les entreprises françaises, et je ne pense pas qu'aux entreprises cotées en bourse du CAC 40, je pense que la norme ISO a une grande place à jouer dans la mesure où c'est un réel outil de lutte anticorruption avec un impact international. Et j'appuie sur cet élément-là d'extranéité, c'est qu'effectivement, la loi Sapin est une très bonne loi et évidemment, on pourra en parler, il y a encore des choses à faire, mais la norme ISO, elle a cet avantage puisque la loi Sapin a quand même un cadre aussi, un champ d'application limité et ne s'applique pour ainsi dire qu'aux grandes entreprises, hein, la plupart sont celles du CAC 40. Donc reste en fait ce vide juridique, entre guillemets, pour nos entreprises, les PME, les entreprises, les petites entreprises, les entreprises individuelles, etc. Et en général, on se dit, ah bah ça va, nous on passe au-dessus de la loi Sapin, on n'a pas à s'en inquiéter. Et là, c'est une alerte. À mon sens, c'est les premières à s'inquiéter de la corruption. Si elles veulent déjà investir pour leur image à l'étranger, elles n'ont pas de choix aujourd'hui en tout cas d'appliquer, si elles n'ont pas l'envie d'être certifiées. Et je rappellerai que la norme ISO, pour les personnes qui ne sont pas au courant et qui nous écoutent, la norme ISO, contrairement aux autres normes, peut s'appliquer qu'à un seul département.
C'est-à-dire qu'en général, on vous soulève ah, mais ça nous coûte beaucoup d'argent, ça va coûter cher, on n'en sent pas l'utilité. Et là, je vous dis, vous pouvez faire certifier qu'un département. Prenons le département achat, qui est en général un département à risque, exposé. Donc, on dit, bah, dans ce cas-là, certifiez qu'un département de votre entreprise pour commencer. Et vous êtes une PME, et là, je m'adresse aussi aux PME. Attention, regardez avec attention la norme ISO. C'est un outil aujourd'hui non seulement de guerre économique, et là j'étends à l'extraterritorialité des lois américaines, mais pas que. Donc vous faites partie des sociétés, si vous voulez des contrats à l'étranger avec des donneurs d'ordre importants, vous ne pouvez pas faire sans. Vous êtes obligé aujourd'hui, en tout cas, d'appliquer les règles internationales, les règles internes aussi, mais ça, il en va de soi parce que c'est pour le bon fonctionnement de votre entreprise et parce que la norme ISO a cet impact international. C'est la seule norme internationale, un outil pratique qu'on peut mettre en place avec une réelle possibilité de mettre en place une cartographie des risques, avec une réelle possibilité de sensibiliser. Et là, j'insiste parce que la sensibilisation, c'est l'étape numéro 1 et c'est l'équipe dirigeante qui doit faire ce travail-là. Il faut véritablement une envie de l'équipe dirigeante de sensibiliser les employés à la lutte et à la prévention contre la corruption. Donc, et cette norme ISO le permet. Aujourd'hui, c'est une norme qui est peu connue, mais qui commence vraiment, on en parle de plus en plus. Donc, je pense aujourd'hui, de ma petite expérience, que c'est un réel outil non suffisant, parce que c'est jamais suffisant, parce que le risque de corruption, encore une fois, il existe et que le facteur humain, on ne le contrôle pas. Mais en tout état de cause, aujourd'hui comme outil, je pense qu'il est vraiment nécessaire pour les entreprises et les PME qui ne rentrent pas sous le coup de la loi Sapin, d'appliquer et de regarder de plus près cette norme. Et pour les relations dans les organisations institutionnelles, il en va de même. Alors, juste pour rebondir sur ça, que ça soit l'ONU, l'UNDP en particulier, ou l'OCDE, évidemment, ou le Conseil de l'Europe, évidemment, il y a une tolérance zéro sur le risque de corruption et elles appliquent, puisque de toute façon, l'OCDE reste quand même, et l'ONU, les deux grandes organisations à avoir en tout cas travaillé pour les deux grandes conventions de lutte contre la corruption. Donc évidemment, elles sont toutes bien au courant des règles existantes à ce niveau-là et elles travaillent beaucoup sur la norme ISO. Alors justement, je voulais laisser la parole à Pascal qui a un retour d'expérience qui serait très intéressant de nous faire partager, parce qu'en fait, le secteur de la pharmaceutique est hyper réglementé. Alors justement, on pourrait se dire que c'est largement suffisant. Donc, qu'est-ce que la norme a apporté, vous qui avez justement mis en place ce programme complet anticorruption? Merci Guénaëlle pour la question. Oui, tout à fait. Effectivement, le secteur pharmaceutique est un secteur depuis de très nombreuses années qui est très réglementé, qui évidemment, je dirais, respecte beaucoup de lois, qu'elles soient effectivement générales, internationales, aussi bien FCPA que DOJ, que toutes les lois effectivement locales également applicables, je dirais, dans tous les pays où elle opère, y compris effectivement les normes, mais aussi les référentiels de l'industrie pharmaceutique également, puisqu'il en existe aussi beaucoup, que ce soit effectivement à travers des syndicats comme l'FPA, comme un certain nombre d'organismes internationaux qui mettent en œuvre, je dirais, des référentiels complets sur finalement la compliance et qui comprend évidemment un volet anticorruption chaque fois. On peut se demander effectivement quel serait l'intérêt d'avoir la mise en place d'une norme supplémentaire. Ce que finalement l'industrie pharmaceutique a de spécificité, c'est d'une part sa complexité, ça c'est vrai, et c'est son aspect réglementé extrêmement important, mais également le fait que malgré tout cela, elle reste une industrie qui effectivement a une très mauvaise réputation, on va le dire quand même, qui apparaît très souvent aux yeux du public comme des entreprises extrêmement tournées vers le profit, puisque pour la plupart très, très cotées en bourse ou
très importante. Généralement, vous savez, il y a une concentration des industries pharmaceutiques et des sociétés de l'industrie pharmaceutique dans le monde qui est très importante. Donc 20% des entreprises pharmaceutiques réalisent 80% effectivement du bénéfice réel. Donc clairement, ces entreprises sont assez souvent montrées du doigt pour, je dirais, leurs objectifs très ambitieux en matière de bénéfices, ce qui finalement, je dirais, finalement anéantit presque le travail qui est fait sur les réglementations qui sont en cours. La norme elle-même, alors l'autre point, c'est qu'effectivement, ces réglementations sont imposées donc, à l'industrie pharmaceutique. La norme ISO, c'est un choix. Finalement, c'est aussi une façon pour les entreprises, quelles qu'elles soient, pharmaceutiques en particulier, puisqu'elles ont beaucoup de lois qui leur sont imposées, de finalement presque prendre la main sur leur destin et sur la façon de mettre en place l'anticorruption à l'intérieur de leur propre entreprise. Elles sont bien sûr liées à l'anticorruption par la loi Sapin pour celles qui ont effectivement aussi une origine française, avec leurs filiales étrangères bien évidemment qui sont concernées. Donc quelque part, l'intérêt finalement de la norme, c'est de reprendre un petit peu son destin en main, de le préparer également, puisque la plupart des entreprises pharmaceutiques sont cotées et font partie généralement du SBF ou du CAC 40, quelque part, elles s'attendent aussi à des audits, effectivement, de la part du bras armé de la loi Sapin, qui est l'AFA, l'Agence française anticorruption. Et en ce sens, anticiper ces éléments-là en les préparant, en se préparant également, en préparant l'entreprise à finalement travailler sur des systèmes d'anticorruption, c'est aussi une bonne façon de se préparer à ces audits de l'AFA, par exemple. L'autre point intéressant, c'est qu'effectivement, les entreprises pharmaceutiques qui sont effectivement complexes, souvent mettent en place des programmes assez complets de compliance, y compris avec un volet anticorruption qui effectivement contient des analyses de risque, contient ce genre de choses, mais elles n'ont pas forcément toujours des systèmes de management pour finalement coordonner l'ensemble de ces actions. Et c'est ce que finalement met en évidence l'ISO 37001, c'est un système de management, donc avec une gouvernance qui va finalement perdurer dans le temps, et ce qui permet à l'entreprise de se dire, je ne mets pas juste en place quelque chose qui est un one-off ou qui est un tick de box, comme on dit en anglais, mais qui va perdurer, qui va me permettre effectivement de me doter d'outils qui vont évoluer dans le temps et qui permettront effectivement à l'entreprise de passer ce cap donc des aspects de corruption. Bien évidemment, comme l'a dit aussi Sandrine ou Serge, ce sont des démarches qui sont des démarches volontaristes, donc dans le privé. Donc des démarches qui effectivement demandent à ce qu'une direction générale s'implique beaucoup. Cela part du haut en termes de décision. Et finalement, c'est aussi dans un but, bien que l'entreprise acquiert finalement des connaissances supplémentaires dans ce domaine, puisque le mot corruption, très souvent, est un mot presque tabou, hein, on va dire, dans les entreprises. Donc, c'est un mot qui est difficile à prononcer, généralement, par les dirigeants. Donc, se dire qu'effectivement, on commence à intégrer une entreprise avec ce type de système de management, c'est aussi faire la clarté sur ce genre de choses et se dire, on va mettre en place les choses qui vous permettront effectivement de travailler et de travailler dans de bonnes conditions avec les outils qui sont nécessaires pour vous protéger contre ces éléments de corruption. Donc ça aussi, c'est un élément important pour les entreprises, je pense. Voilà pour mon petit point sur ce sujet. J'avais une question. Est-ce que moi, en tant que, imaginons, j'ai détecté en fait une tentative de corruption, que je sois dans le public ou dans le privé, est-ce que la norme ISO va me donner un cadre de protection par rapport à ça, ou un code de conduite, une conduite à adopter justement en cas de détection? Alors, oui. Il y a dans la norme, la clause 8, il est question d'une ligne de signalement et de protection des sonneurs d'alerte pour toute la question de donner de l'information sur des événements allégués de corruption ou des manquements à des processus, des procédures qui sont en place pour prévenir la corruption dans les organisations. Donc, dans cette perspective-là, oui, il y a une préoccupation dans la norme
disons ça comme ceci, il y a une préoccupation de la norme, puis il y a une exigence de la norme pour que les entreprises, les organismes qui adoptent la norme mettent en place des moyens pour que les employés ou les partenaires commerciaux puissent signaler de façon anonyme un manquement à une procédure en matière de prévention ou un acte allégué de corruption. Mais il faut être prudent parce qu'en soi, pour un qui a fait plusieurs enquêtes dans le domaine de la corruption et de la collusion, moi, j'insiste davantage sur le volet prévention. Oui, il y a des outils qui existent, mais je suis d'accord avec Sandrine et avec Pascal. La sensibilisation, la formation, l'engagement de la haute direction, que ce soit politique ou dans une organisation privée, c'est minimalement, en fait, c'est pas minimal, c'est essentiel pour que la culture organisationnelle procède à un changement. La loi comme telle, l'adoption d'une loi ne change pas la culture d'une organisation. Pas plus d'ailleurs que l'adoption d'une politique organisationnelle ou institutionnelle. Ce qui va changer la culture de l'organisation, c'est l'engagement de la haute direction, le comportement des membres de la haute direction et la sensibilisation constante et répétée des employés, des cadres intermédiaires, des cadres supérieurs. Et oui, le traitement accéléré, le traitement bien fait de cas qui pourraient être soulevés où il y a des allégations potentielles de manquement des procédures. Oui, il faut qu'il y ait un traitement adapté, rapide, efficace de ces moyens-là. Mais d'abord et avant tout, ça prend un engagement du point de vue politique ou du point de vue des dirigeants de l'organisation, peu importe, est-ce qu'on parle du milieu institutionnel, public ou privé. Ce qui m'apparaît également important, puis j'insiste là-dessus, particulièrement pour le parti politique, la première chose qu'il faut faire, c'est de régler la question du financement des partis politiques. Parce que tout part de là. Les partis politiques se financent et évidemment prennent des engagements auprès de bailleurs de fonds, et qui éventuellement se traduisent par des politiques publiques quand ils sont au pouvoir. Alors, dès le départ, la norme, encore là, de par ces mesures, peut inspirer des gouvernements, des peuples à prendre des mesures pour s'assurer que le financement des partis politiques est fait de façon telle à ce qu'il n'y ait pas déjà des éléments de corruption avant même que le pouvoir soit pris en main par certains individus. Et c'est particulièrement vrai dans des pays en voie de développement, par exemple, où on constate que les pays bailleurs de fonds, les pays qui investissent beaucoup dans l'aide internationale, commencent à exiger beaucoup plus de critères en termes de prévention de la corruption dans l'attribution des marchés. Et ça, c'est inspiré directement de la norme ISO 37001. Parce qu'il faut se rappeler que la norme, l'institution qui s'appelle ISO, c'est un organisme à but non lucratif et c'est les membres, les pays membres qui dictent les orientations. Ça faisait des décennies que les pays membres demandaient qu'il y ait un comité technique de formé pour adopter une norme anticorruption qui a été adoptée en 2016, mais les travaux ont débuté bien avant, même des années avant pour arriver. Donc, il y a une volonté internationale de tenter de limiter l'impact. La corruption ne disparaîtra pas, malheureusement, mais on tente d'en prévenir, on tente d'en limiter les impacts et particulièrement de s'assurer que les pays avec lesquels on œuvre, les organismes avec lesquels on œuvre dans ces pays, ben, à tout le moins, ont adopté des mesures. Et comme Sandrine disait, c'est pas parfait, là, mais certainement, ça nous permet de débuter un processus pour changer la culture dans laquelle ces marchés-là sont conclus. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut miser. Il faut vraiment le voir comme étant un processus à long terme. Ce n'est pas du court terme.
si je peux rebondir sur le lancement d'alerte, en fait, pour revenir sur la loi Sapin, le lancement d'alerte qui est prévu par la norme ISO est évidemment reprise dans la loi Sapin 2, ce qui est très important, et vient d'être renforcée en France par une nouvelle loi qui renforce les lanceurs d'alerte. Et j'émets juste une petite précision, parce que souvent on confond anonymat et confidentialité. Ce sont deux choses différentes et deux choses pourtant très importantes. Les mots ont un sens. La confidentialité, normalement, une entreprise, qu'elle soit privée ou publique, donc c'est tout ce qui est lié au dispositif d'alerte. Hein. Je rentre là, je parle juste de ce que la norme ISO 37001, c'est pour ça que j'ai indiqué dès le départ, c'est un référent, ça a été le cadre de référence pour poser la loi Sapin 2. Cette norme permet effectivement des signalements, met en place des outils avec normalement un compliance officer qui doit être totalement indépendant dans les faits de la hiérarchie dirigeante. Il doit y avoir un process de signalement qui doit être aussi normalement indépendant. Bon, tout ça dans les faits, c'est parfois un peu difficile à mettre en place, mais ça, c'est ce que la norme prévoit et c'est ce que la loi Sapin prévoit. Dans la confidentialité, tout le monde dit « Ah, mais on a peur de… » parce que forcément, il y a la subordination hiérarchique, vous avez peur de perdre votre travail si vous entendez quelque chose, etc. etc. Quand vous faites un signalement à titre confidentiel, la personne qui reçoit votre signalement, même si vous déclinez votre identité, et pourquoi c'est important? Parce qu'en déclinant votre identité, votre nom, votre prénom, on a la possibilité de vérifier ce que vous avez dit, vos allégations, de manière objective, tout en maintenant la confidentialité de votre identité. Le problème de l'anonymat, comme dans toute entreprise, privée, publique, vous avez un coup de fil anonyme. La personne qui reçoit enfin la plainte ou le signalement n'a pas la possibilité d'aller vérifier aussi facilement la véracité des allégations. Parfois, il y a beaucoup de jalousie. Hein. On est dans un monde de requins, donc vous avez plusieurs entreprises. Donc, vous pouvez avoir des signalements, et les signalements, j'insiste, le champ d'application de la loi Sapin ne s'entend pas que pour des faits de corruption. Hein. Les lanceurs d'alerte, c'est pas que l'infraction de corruption. Ça vaut pour le harcèlement moral, sexuel, ça vaut pour le trafic illicite, enfin le trafic d'influence, etc., etc. Donc ça protège. Le champ d'application est large. Et quand vous êtes dans l'anonymat, comment vous faites pour vérifier aussi la véracité des allégations? C'est beaucoup plus difficile. Et comme je le disais, parfois vous avez affaire, on est à de la compétition. Vous avez, je ne citerai pas de nom, mais deux gros groupes dans la distribution qui peuvent vouloir se faire la guerre, et donc on va aussi passer par des fausses allégations. Alors que lorsque vous avez une confidentialité, on a l'impression d'être moins bien protégé. C'est faux. Vous êtes tout aussi protégé par la personne qui reçoit vos signalements, et c'est vraiment la norme ISO met un point d'honneur à protéger les lanceurs d'alerte, et la loi Sapin, encore une fois, protège évidemment les lanceurs d'alerte et vient de renforcer son dispositif. Alors, évidemment, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Faut être très terre à terre. Quand vous avez des filiales à l'étranger, dans certains pays, malheureusement que ce soit en Afrique ou dans certains pays du Moyen-Orient, c'est bien plus compliqué, et je ne suis pas là pour mentir. Quand vous êtes sur le terrain, c'est bien plus compliqué de mettre en œuvre tous ces outils de protection. On a de la chance de pouvoir le faire dans certains pays. Dans d'autres pays, c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi être indulgent, faire preuve de clémence à l'égard de certains pays, être humble, faire preuve de grande humilité, parce que nous, en Occident, c'est facile d'être protégé. Dans d'autres pays, ça ne l'est pas. Et les personnes qui prennent des risques dans certains pays prennent des risques physiques. Et je n'entends pas de perdre son contrat de travail. Là, j'entends de perdre sa vie. Donc, encore une fois, la loi Sapin, quand elle est appliquée, ou la norme ISO, quand elle est appliquée à l'étranger, je pense qu'il faut faire, encore une fois, preuve d'application intelligente, et encore une fois, d'arrêter de donner des leçons et de prendre en compte la culture et la manière de fonctionner de chaque pays, et de laisser le temps à chaque pays de pouvoir
effectivement mettre en place les lois nécessaires pour protéger, et je ne dis pas juste légiférer. C'est facile de légiférer, je dis mettre en place de manière concrète les vraies lois qui permettront effectivement à certaines personnes de pouvoir être réellement protégées lorsqu'elles sont témoins de faits répréhensibles par la loi. Et là, je parle au sens plus large. Mais en tout cas, voilà, sur le lancement d'alerte, c'est vraiment renforcé au niveau français. Et ça reprend exactement les exigences contenues dans la norme ISO. Et si je peux ajouter, par mon expérience internationale, je suis d'accord avec ce que Sandrine vient d'énoncer, le fait qu'on doit être très prudent dans l'implantation de ces mesures et être indulgent dans une certaine façon par rapport à ces moyens. Et c'est la raison pour laquelle j'insistais plutôt sur l'importance de la prévention, de la formation, de la sensibilisation et surtout de faire comprendre à ces gens les impacts de la corruption sur leur vie quotidienne, en termes de pertes financières, en termes de perte d'emploi, en termes de tous ces éléments qui, à mon avis, sont beaucoup plus importants que, que la loi et la sanction, parce qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire en termes de sanctions et en termes de loi. On peut adopter des lois, mais il faut changer la culture. Et c'est ça, le défi est beaucoup plus grand et les résultats sont beaucoup moins rapides, mais il ne faut certainement pas se décourager et se rappeler que la norme est une norme relativement jeune. Quand on compare à 9001 qui a 40 ans, je pense que la norme prend de plus en plus de place, devient un recueil de meilleures pratiques en matière de prévention de la corruption qui est de plus en plus utilisé. Il faut en faire la promotion, il faut continuer à faire la promotion, il faut continuer à former des gens. Et plus on va former des gens, plus il va y avoir une conscientisation par rapport à la corruption, qui a des moyens de prévenir la corruption. Parce que ce que je constate dans beaucoup de pays, les gens disent, bon, la corruption, on s'en défera jamais. Ils n'ont pas tort, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on est complètement impuissant vis-à-vis ça. On peut poser des gestes, puis on peut certainement rendre ces gestes-là plus difficiles à accomplir. Et s'ils deviennent éventuellement socialement inacceptables, ben, on aura atteint un objectif de changement de culture dans une organisation, dans une région, peu importe. Alors pour moi, oui, il existe des moyens, la norme le prévoit, d'utiliser des alias pour transmettre des informations, d'utiliser souvent l'organisme intermédiaire pour obtenir des informations additionnelles pour la conduite d'enquête, etc., sans révéler pour autant le nom de l'individu. Mais comme Sandrine l'a bien dit, ce n'est pas dans tous les pays que ces services-là sont disponibles et où on peut vraiment assurer la confidentialité et l'anonymat des gens. C'est douteux à l'occasion. Merci de votre intervention. J'avais une autre question. Alors moi, je suis pure profane, hein, donc j'en profite aussi pour poser mes propres questions. Est-ce que pour vous, c'est un outil aujourd'hui, parce que je sais que chez Jeune a quand même cette norme, est-ce que pour vous, ça peut constituer un outil de communication, un outil même marketing, de dire que maintenant on est certifié? Et est-ce que vous avez déjà vu des avantages, des retours d'expérience par rapport à ça? Oui, je peux commenter un petit peu sur ce sujet aussi, puisque mon expérience est assez récente dans le privé. Le fait est que l'industrie pharmaceutique ne souhaite pas généralement communiquer beaucoup, hein. On le sait, c'est des industries très, très discrètes, on va dire, à part certaines périodes qui éventuellement ont favorisé, je dirais, la connaissance des grandes entreprises depuis peu de temps, liées notamment à la situation pandémique. Mais généralement parlant, les entreprises pharmaceutiques sont peu amenées à communiquer. D'abord, elles ne peuvent pas communiquer évidemment sur leurs produits de manière grand public. Par contre, évidemment, c'est l'intérêt finalement de ce certificat et l'obtention d'un certificat ISO 37001, c'est finalement de pouvoir
je dirais, non pas sans s'en glorifier, mais en tout cas permettre, je dirais, d'une part à l'interne, donc à l'entreprise, de comprendre qu'elle est préoccupée par ces choses-là, et donc effectivement à encore communiquer vis-à-vis de l'interne. Donc finalement, être sûr que les personnels sont au courant. Donc je sais que dans l'entreprise où nous avons eu cette certification, il y a eu une communication de la part du directeur général, de la part du CEO, de façon à bien montrer finalement en quoi cette certification était intéressante. En plus, ils étaient pionniers dans leur domaine, donc quelque part un point d'honneur pour l'entreprise et une fierté finalement d'avoir obtenu cette certification. Et vis-à-vis de l'externe, vis-à-vis des partenaires finalement commerciaux, c'est aussi une façon de montrer le sérieux finalement de l'entreprise vis-à-vis de ces questions de corruption et de ne plus être dans le flou, je dirais, vis-à-vis de ce type de choses, et notamment pour les entreprises internationales qui travaillent dans les pays où Sandrine et Serge ont évoqué, je dirais, la difficulté d'agir, je dirais, avec des partenaires commerciaux qui sont souvent donc en direct avec des sociétés plus corrompus ou des environnements plus corrompus, ce qui fait qu'effectivement, les partenaires commerciaux, lorsqu'ils voient cela, sont amenés à avoir une sorte de comportement miroir. Et ça, c'est important pour une entreprise de se dire, bon, j'ai des partenaires qui finalement seront alignés avec moi sur certains concepts, ne seront plus surpris par les démarches et notamment les processus de qualification, les processus de revue, de due diligence, comme on le dit sur les partenaires, puisqu'ils s'attendent finalement à ce que ces aspects d'anticorruption soient demandés, soient travaillés. Et finalement, les entreprises les plus importantes en pharmacie vont commencer même à éduquer leurs partenaires sur ces sujets, c'est-à-dire à leur fournir des outils même. Ou au moins à leur fournir des formations sur le sujet, ce qui est arrivé dans l'entreprise dans laquelle je suis. Donc désormais, nous travaillons avec les partenaires importants, même voire les tiers, presque tous les tiers, et si effectivement nous voyons que leur programme n'est pas suffisant, nous leur apportons, la société leur apporte la formation concernant, je dirais, la partie anticorruption. Donc effectivement, oui, le fait d'être certifié rappelle aux partenaires finalement que nous sommes dans un alignement qui est vraiment important. Et même s'il n'y a pas d'exigence de la part de l'entreprise que ses partenaires soient certifiés également, ce qui serait vraiment très difficile pour beaucoup, hein, je dirais, c'est une certification qui demande beaucoup de temps, qui demande de l'investissement, qui demande, je dirais, à avoir travaillé ces éléments-là de façon importante. Au moins, c'est quelque chose qui permet, comme l'a dit Serge, de travailler sur les bonnes pratiques, de commencer à éduquer, de prévenir effectivement sur tout ce qui se passe dans des pays plus difficiles ou dans des pays qui effectivement vont demander à ses partenaires d'être en direct avec des environnements plus difficiles et plus corrompus. Voilà. Sachant sur ce point-là, juste 2 secondes, que les parties prenantes dans la loi Sapin et dans la norme ISO, c'est obligatoire. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous êtes, c'est pour ça quand vous parliez d'outils de marketing, Gwenaëlle, l'idée c'est au-delà de l'image, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où, et je parlerai de la SNC Lavalin, mais la SNC Lavalin que Serge doit bien connaître, tout le monde connaît, a payé le pot cher pendant 10 ans pour reconstruire son image. Je veux dire, c'est pas la seule entreprise au monde à avoir été condamnée, mais on en a tellement parlé. Vous savez, il suffit de 24 heures pour détruire une image et vous mettez une vie entière à la reconstruire. Donc, au-delà de l'image aujourd'hui de la corruption, c'est qu'il y a une obligation. Aujourd'hui, vous êtes obligé à l'égard des parties prenantes avec qui vous contractez de vous assurer dans les due deals, des due diligence, que ces parties prenantes sont, si elles ne sont pas certifiées, en tout cas qu'elles ont une réglementation, qui correspond à des critères de conformité égaux aux vôtres. Donc, ce n'est pas une obligation d'être certifié, mais vous, en tant que contractant, si vous contractez avec une entreprise, et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure pour les PME qui ont le souhait d'investir à l'étranger ou en tout cas d'investir, que ce soit dans des pays d'ailleurs
à risque ou pas, en fait, aujourd'hui, les grandes sociétés vont regarder si elles remplissent les critères internationaux des critères, et si elles remplissent les exigences légales contenues dans la loi Sapin. Donc aujourd'hui, au-delà de l'image, c'est une véritable obligation. Et encore une fois, c'est un outil marketing, un véritable outil de communication, mais c'est aussi un outil entre guillemets, de responsabilisation. Quand vous avez affaire au board pour expliquer quel est l'avantage de se faire certifier, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à mon sens, c'est de faire comprendre à l'équipe dirigeante quel est l'avantage de se faire certifier. Au-delà de l'impact financier et de l'impact de l'image, parce que c'est souvent ça qu'on va regarder effectivement, vous avez aussi l'impact financier et pénal. Aujourd'hui, on n'insiste pas assez, mais il ne faut pas oublier que, en fait, on n'est plus. Enfin, aujourd'hui, un responsable, et on parle souvent de l'affaire Alstom, mais pas que, un dirigeant aujourd'hui peut être condamné pour son inaction. Et c'est là où j'insiste sur le fait que la norme ISO a un rôle très important à jouer à l'égard des instances juridictionnelles. C'est que lorsque demain vous avez une enquête et que vous êtes PDG ou même DAF, pardon, directeur financier ou DRH, en tout cas vous faites partie du top management de la boîte, et qu'on vous dit bah alors c'est bien sympa tout ça, mais vous avez beaucoup de faits de corruption, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, en fait, en tout cas, moi, madame, monsieur le procureur, je ne suis pas magicien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le facteur humain, je ne le détiens pas. On ne peut pas agir sur le facteur humain. En revanche, une chose est certaine, c'est que je me suis fait certifier par la norme ISO. Donc, j'ai fait tout mon possible pour mettre en œuvre ce qui existe aujourd'hui au niveau international pour éviter et prévenir la corruption. Alors, il ne suffit pas juste de faire du blabla et de dire ah ben voilà, on paye 100 000 balles, on fait certifier un département. C'est pour ça que j'insiste tout à l'heure. Et c'est ce qu'a fait la SNC Lavalin et qu'elle a eu un award pour autre chose parce qu'il y a eu une autre certification aujourd'hui. C'est de dire on l'a fait, mais on l'a fait vraiment. C'est-à-dire que l'équipe dirigeante a réellement voulu se faire certifier et l'équipe dirigeante qui veut éviter de voir sa responsabilité engagée doit le faire avec conviction. Et j'insiste sur le fait ça veut dire on le fait, mais on impose et on construit une culture de la lutte contre la corruption. Le risque zéro n'existe pas. Et vous n'irez pas en prison si vous avez fait tout le nécessaire pour éviter, parce qu'encore une fois, le facteur humain, vous ne le maîtrisez pas et personne ne le maîtrise. Quand vous avez 100 000 employés sur la terre entière, vous ne pouvez pas les maîtriser. Votre intermédiaire qui va prendre des commissions à Tombouctou sur un contrat dont vous ne savez même pas l'existence. Donc après, ça s'appelle du bon sens. Mais il y a l'outil marketing et la norme ISO n'est pas un outil que marketing. Vous devez être responsable et mettre en œuvre cet outil qui est fantastique au niveau international pour en tout cas prévenir vous en tant que responsable, en tant qu'individu, parce que vous avez votre propre responsabilité pénale, mais vous avez aussi la responsabilité de l'entreprise qui sont deux choses distinctes. Donc, si demain l'entreprise, elle peut plus contracter et elle a plus accès à certains contrats parce que les bailleurs de fonds vous diront bah non, vous avez fait l'objet de condamnations, etc., etc. Bah, vous perdez tous vos contrats, voilà. En fait, l'entreprise s'écroule clairement. Donc voilà. Et donc ça vient aussi de l'image, mais ça vient aussi de la responsabilité pénale. Donc, faut pas oublier. Faut vraiment pas oublier les exigences légales qui sont imposées aujourd'hui. Ce que je pourrais rajouter, si tu me permets, ce que je pourrais rajouter à ça, en fait, quand un organisme ou un donneur d'ouvrage est certifié, il y a l'obligation, en vertu de la norme, de s'assurer que des mesures sont prises chez des fournisseurs à qui il va accorder des contrats ou des marchés, que s'assurer qu'il n'y a pas des éléments de corruption dans l'attribution des contrats, qu'il y a des mesures qui sont prises. La difficulté que ça pose pour un donneur d'ouvrage, évidemment, si l'organisme ou le fournisseur n'est pas certifié par un organisme indépendant, un organisme de certification, ça met ça impose un travail additionnel, à savoir d'aller
vérifier périodiquement, donc de faire ce qu'on appelle un audit deuxième niveau, deuxième partie, d'aller vérifier chez le fournisseur si effectivement il y a en place des mesures et obtenir un engagement de ce fournisseur en vertu de la norme de respecter des mesures qui sont mises en place. L'avantage pour justement un fournisseur, c'est d'obtenir la certification. Oui, c'est un avantage concurrentiel. Ça devient un avantage concurrentiel parce que le donneur d'ouvrage est libéré d'une certaine façon de son obligation de faire un suivi, puisqu'il y a un organisme indépendant externe qui a accordé à ce fournisseur la certification ISO 37001. Donc, ce qu'on constate, et quand je disais tantôt en début d'atelier qu'on sent une certaine traction de plus en plus importante dans le milieu des affaires, c'est justement parce qu'il y a des grands fournisseurs d'ouvrages au Canada et à l'international qui maintenant posent des critères et des conditions qui sont beaucoup plus restreignantes et contraignantes de ce côté. Et donc, les fournisseurs de services ont tout avantage à obtenir leur certification parce que ça facilite leur accès au marché, puisqu'ils arrivent avec un certificat. Donc, oui, il y a un avantage, mais je ne le vois pas comme étant... Oui, on s'en sert comme marketing, manifestement, là, mais ça va au-delà de juste le marketing. C'est que c'est vraiment un engagement de la haute direction de chacune des entreprises à s'assurer que des mesures sont prises dans leur organisation. Alors, des questions sont arrivées dans le chat, donc j'en profite pour en lisser quelques-unes. Alors, je ne sais pas si vous aviez des antennes, mais la première question, on vient de l'évoquer de manière indirecte, donc je vais la passer. Alors, question suivante. Pour quelles raisons une relative réticence est observée au niveau des entreprises privées ou publiques comparativement à d'autres normes comme ISO 14001 ou 45001? Ben, si je peux parler, je n'ai pas une expérience énorme, mais on s'attaque à vraiment tu sais, j'ai entendu, puis Sandrine y a fait référence justement à SNC-Lavalin et à toutes les enquêtes qu'on a eues au Canada et à l'international concernant des grandes entreprises nord-américaines qui étaient impliquées dans des contrats partout dans le monde. C'était un mode de faire des affaires. C'était comme une façon de faire. Dans la culture. Alors, pourquoi l'adoption de la norme 37001 est peut-être un peu plus lente que certaines d'autres normes? C'est parce que c'est moins technique et on s'adresse à des comportements humains. On s'adresse à quelque chose qui est beaucoup plus subjectif et dont la culture est une grosse composante, est une grande composante. C'est pas de changer un processus dans une organisation. Il faut changer la façon de voir, la façon de penser et la façon de faire des affaires. Et ça, évidemment, ça demande plus de temps. Et c'est pour ces raisons-là que je disais que la norme elle commence à prendre de la traction, à avoir plus d'adeptes, mais ça va être un processus beaucoup plus long que 9001 ou 45 000 ou 22 000. Pourquoi? Parce que dans ces normes-là, on s'adresse à des processus spécifiques, pas à une culture d'organisation, pas à une culture d'affaires. Alors que là, la 37001 s'adresse à une culture d'affaires. Du moins, c'est mon point. L'autre point que je rajouterais sur ce que vient de dire Serge, c'est que cette norme est également un système de management finalement, donc elle doit être effectivement adoptée par un management d'entreprise et elle doit être soutenue par ce management d'entreprise, ce qui demande des efforts plus particuliers et également, chose que j'ai vécue donc dans la mise en place de cette norme et de la certification dans une grande entreprise, c'est de pouvoir travailler de façon transversale entre plusieurs départements et non pas en silo, ce qui est moins simple, bien évidemment, que de mettre en place, comme Serge vient de le dire, des normes très restrictives
qui vont s'attaquer plutôt à une opération spécifique que finalement à un système de management complet qui, lui, va impliquer plusieurs départements en même temps, qui vont devoir effectivement travailler sur des aspects communs et qui, effectivement, va leur demander de travailler transversalement sur des processus. Donc ça aussi, c'est plus complexe, donc à mettre en place aussi pour les entreprises. Ça se fait, mais effectivement, c'est parfois pas la culture d'entreprise de travailler transversalement. Les entreprises américaines ont beaucoup cette habitude, moins les entreprises françaises, on va dire, par exemple. Juste pour terminer, sur le CEO, c'est très franco-français et très franco-européen. Aux États-Unis, vous n'avez pas du tout cette culture. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple aussi. Donc, il y a ce point-là. Et il y a aussi, à mon avis, le point que la corruption, les dirigeants aujourd'hui, on commence à le comprendre, mais ils ne comprennent pas quel est l'impact, en fait. C'est pourquoi, voilà, c'est pourquoi. Sur les normes dont vous faisiez référence, vous avez des normes sûreté, des normes sécurité qui permettent d'éviter, par exemple, un risque industriel, la mort de certains employés. Donc, c'est du très concret. Là, si on va vous dire pourquoi, en fait, quel est l'impact, enfin, vous voyez, ça va être, c'est pour ça que la sensibilisation, encore une fois, j'insiste, c'est faut faire comprendre pourquoi ce mécanisme, quel est l'impact, c'est une vraie question. C'est de la pédagogie, mais c'est vraiment essentiel. Justement, ça me permet de rebondir sur une question. Oui, Serge. Juste une très brève intervention. Depuis que je travaille avec la norme, en fait, depuis 2016, octobre 2016, que je travaille avec la norme, le titre de la norme est aussi nuisible. En d'autres mots, on parle d'un système de management anticorruption. La première obstacle que j'ai à convaincre un dirigeant d'entreprise, parce que la question, il va dire, je n'ai pas besoin de cette norme-là, je n'ai pas de corruption chez nous. Et juste le fait que je dis, ouais, mais tu vas mettre en place un système de management anticorruption. Ah, donc, tu veux que j'admette que j'ai de la corruption chez moi. Alors, il faut déjà défaire cette première impression qui est négative. Je ne sais pas si on aurait pu l'appeler différemment. La norme, de toute façon, c'est cosmétique, mais il en demeure pas moins que la première question qu'un consultant, un conseiller externe a souvent à faire, c'est de convaincre l'entreprise, le chef d'entreprise, que donc la norme anticorruption, ce n'est pas parce qu'il y a de la corruption chez vous, c'est qu'on veut la prévenir, la corruption chez vous. On veut se doter de moyens pour qu'il n'ait pas de corruption chez vous. Et donc, c'est un obstacle additionnel, disons. Quand j'arrive avec la qualité, quand j'arrive avec la sécurité informatique, on n'a pas cette réaction négative dès le départ, juste par le titre du système de management. C'est pas, on n'est pas confronté à la culture dès le premier instant. Alors, ça me permet de rebondir sur une question qui a été posée par le public. Quels sont les pays modèles sur la lutte contre la corruption et quelles mesures peuvent être répliquées dans les pays moins performants? Si je peux juste commencer, parce que au pire, je devrais partir à 16 heures si on n'a pas terminé. Alors, à cette réponse, je pense qu'il n'y a aujourd'hui aucun pays modèle. Il suffit pas de prendre le baromètre, le Transparency International publie un indice avec les pays modèles. En général, je vais pas dire de bêtises, mais en général, c'est la Nouvelle-Zélande, ou en tout cas, vous avez toujours je sais plus cette année quels sont les pays modèles. Alors, ça reste un barème, mais je pense qu'encore une fois, il faut faire preuve d'humilité. La corruption, il existe plusieurs types de corruption. Il y a la corruption systémique qui doit être différenciée, parce qu'une corruption systémique, comme porte son nom, c'est un système tout entier qu'on doit modifier, changer. La corruption culturelle, et j'aime pas ce terme, mais qui chez nous, occidentaux, entre guillemets, serait considérée comme de la corruption. Vous allez dans un pays en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, pour eux, ça va être culturel de vous offrir, parfois en échange de rien, mais on va vous offrir de la nourriture, un panier, un boubou, plein de choses. Et en fait, c'est pas du tout dans un esprit de corruption. Donc, encore une fois,
il n'y a pas de modèle, à mon sens en tout cas. Évidemment, vous avez des outils juridiques internationaux que vous pouvez ratifier pour rentrer en fait dans les clous, que ce soit la convention de l'OCDE évidemment, que ce soit la convention de l'ONU, que ce soit d'une réglementation nationale où le gouvernement va légiférer pour justement combattre la corruption. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas essayer de comparer, en fait. Vous avez un modèle occidental qui est ce qui est. Tout le monde fait des progrès. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tous s'aligner pour dire que tous les États, aujourd'hui, sont dans de la progression. Et qu'il faut être, encore une fois, patient. Et que la corruption, c'est step by step. Ça prend le temps que ça prendra dans certains pays. La révolution industrielle, ça a pris du temps. C'est pareil pour ça aussi. Donc, il faut être clément et il ne faut pas chercher à pointer du doigt les pays qui sont à la dernière liste de Transparency International parce qu'il faut prendre aussi en compte le contexte politique, géopolitique, économique, social et pas juste appliquer bêtement à la lettre ce que nous, on prévoit dans les conventions. Voilà. Et je suis désolée si j'étais un peu longue. Non, pas du tout. En fait, il reste une dernière question. Donc, après, vous aurez encore un petit peu de temps pour intervenir avant la fin. Donc, dernière question. Est-ce qu'il y a des exemples d'organismes publics ayant obtenu des certifications? Oui. Bonne expérience, oui. On a au Québec, on a des organisations gouvernementales qui sont certifiées ISO 37001. Il y a une municipalité au Québec qui est déjà certifiée ISO 37001 et il y a d'autres gouvernements municipaux qui sont en processus pour obtenir leur certification. Oui, il y a de plus en plus d'organismes publics qui vont vers l'obtention de la norme, c'est-à-dire la certification de la norme ISO 37001. La raison principale pour laquelle ce n'est pas fait de façon globale dans l'ensemble des gouvernements, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, pourquoi? C'est parce qu'il y a des coûts récurrents à la certification. Il ne faut pas se cacher qu'il y a un enjeu économique pour un gouvernement, pour que chacun de ses organismes, chacun de ses ministères, chacun de ses partis soit certifié ISO 37001. Évidemment, on parlerait de gros budgets annuels récurrents pour le maintien de la certification, etc. Par contre, comme je l'ai mentionné en entrée de jeu, il y a de plus en plus d'organismes gouvernementaux donneurs d'ouvrages qui, eux, y voient un avantage d'obtenir la certification, justement parce que ça fait en sorte qu'ils se dégagent d'une certaine forme de responsabilité par rapport à démontrer continuellement qu'il n'y a pas eu de corruption dans l'attribution de marché. Alors, il nous reste 2 minutes avant la fin. Juste oui. Juste pour répondre un tout petit peu sur la France, la région Île-de-France, sans faire de politique quelconque, vient d'être, je dirais, effectivement certifiée ISO 37001. Donc, intéressant de voir que certaines régions prennent cette démarche-là aussi. Effectivement. Justement, j'en profite encore quelques minutes. Est-ce que vous pensez qu'on va passer, alors c'est la prospective, hein, est-ce que vous pensez que ce sera une obligation en fait, qu'on devra exiger et que ça deviendra obligatoire, le fait d'exiger que, par exemple, pour un appel d'offres, que les futurs partenaires soient certifiés? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de souhaitable? Non, je pense qu'il faut arrêter de trop de règles tue la règle. Hein. Et ça sera après une manière détournée on trouvera toujours après, ça va entraîner d'autres infractions, je pense. Je pense qu'on a des lois en France. Si vous parlez de la France et même au niveau international, la majorité des pays ont une législation nationale concernant les marchés publics, concernant tout un tas d'infractions ou de délits. Donc, ça existe déjà, on a beaucoup de réglementations, les sanctions existent, les marchés publics, c'est ultra réglementé. Je pense qu'imposer une certification de la norme serait
inutile et ça ferait perdre, même j'irais plus loin, ça ferait perdre la plus-value de la norme. Donc en fait, il faut un petit peu plus. C'est pas l'objectif d'une norme. Une norme ISO n'a pas pour objectif de contraindre. Encore une fois, c'est pas l'objectif. Ils n'ont pas la légitimité pour le faire. Encore une fois, donc c'est pas du tout. Ça serait d'un point de vue légal, ça me semble impossible. D'accord. Donc en fait, c'est un socle sur lequel on se base, et puis après, on est flexible pour la mise en place sur le terrain, si j'ai bien compris. Enfin, j'espère avoir tout compris. Alors, il nous reste moins d'1 minute. Je vous laisse à chacun le mot de la fin. Qui veut commencer? Ouais, j'ai commencé au début, je vais terminer. Alors, merci. Et il y a beaucoup d'avantages à la norme. Je crois qu'il faut vraiment la comprendre, la lire et se renseigner parce qu'il y a beaucoup d'éléments très positifs dans cette norme. Oui, Pascal? Oui, tout à fait d'accord avec Serge. À mon avis, c'est une norme qui permet d'apprendre beaucoup et notamment qui permet de dédramatiser certains aspects qui restent encore assez tabous en entreprise et notamment les aspects de corruption, pas forcément que l'on a en interne, mais qui existent en externe et auxquels les entreprises sont exposées finalement, et comment y réagir. Et franchement, la certification que à laquelle j'ai pu assister et soutenir est vraiment un moment finalement d'unité aussi à l'intérieur de l'entreprise lorsqu'elle est réussie et lorsque finalement l'ensemble de l'entreprise retrouve ce certificat et se dit effectivement oui qu'elle a vraiment, je dirais, des objectifs intéressants. Un point important aussi, c'est que finalement, dans beaucoup de jeunes générations désormais, la partie éthique et la partie finalement anticorruption des entreprises est un point sur lequel ils posent des questions avant même l'entrée dans l'entreprise et sur lesquels ils sont intéressés. Très souvent maintenant, les grandes écoles de commerce ou autres ont des chaires d'éthique ou de compliance. Et donc finalement, ce sont des points et des sujets qui intéressent beaucoup les jeunes générations, donc clairement qui posent ces questions-là aux entreprises qui vont éventuellement devenir leur employeur. Donc c'est important aussi finalement de penser aux générations futures dans ce domaine-là et les entreprises qui se dotent de ce certificat sont très souvent appréciées aussi. Sandrine, est-ce que vous avez encore 30 secondes pour nous dire au revoir? 30 secondes, je suis désolée, je dois filer. Bon, en fait, je pense que les autres intervenants ont très bien résumé. Donc, le mot de la fin, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur au moins de vous renseigner sur ce que peut vous offrir la norme ISO. Soyez curieux dans la vie, je pense qu'il faut être curieux de tout ce qui nous entoure. Donc, voyez ça plutôt comme quelque chose de positif. Et si vous n'avez pas envie de parler de corruption, parlons d'éthique. L'éthique, c'est une manière d'être, hein, ça vient du grec ethos. Donc, manière d'être, il y a de l'éthique scientifique, il y a de l'éthique éducative, il y a de l'éthique des affaires. Donc, prenons le terme d'éthique et englobons, si vous voulez, corruption dans le terme d'éthique et soyons curieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous. En tout cas, j'ai beaucoup appris avec vous. Voilà, je suis complètement profane sur le sujet. Je repars avec beaucoup d'informations. Vous m'avez fait découvrir un nouvel environnement, un nouveau sujet que je partagerai du coup avec mes propres partenaires. Merci beaucoup pour votre bonne humeur, pour votre professionnalisme. Et puis bon, à très bientôt. On ne sait jamais sur d'autres sujets. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.